Merci Constance pour ce beau voyage. Et les dernières images sont adorables. Oui. Merci à vous, merci au Festival Partance également d'avoir sélectionné ce film. Combien de temps vous êtes partis pour faire autant de rencontres? On est resté 1 mois. 1 mois sur place, donc 2 semaines de trek humanitaire et 2 semaines ensuite à vadrouiller. Et donc je ne sais pas si ça a été bien cerné par tout le monde. Il s'agit d'un film qui a été réalisé de manière spontanée. On partait pour un trek humanitaire, mais alors nullement pour faire un documentaire. Alors, qu'est-ce que c'est un trek humanitaire? C'est quoi un trek humanitaire? Alors c'est déjà un trek. On marche, pieds nus. Oui, pieds nus de temps en temps, pour se connecter à la puissance, à l'énergie de la montagne. C'est quand même fabuleux, je vous invite à le faire. On n'est pas obligé d'aller dans les hautes montagnes, dans l'Himalaya, même dans son jardin, dans le parc. Je ne connais pas très bien Toulouse, je découvre, c'est la première fois ici. Mais voilà, c'est magique. Mais pour revenir à la question, trek humanitaire. Un trek humanitaire, c'est un trek dans un premier temps, et là, humanitaire, c'est dans le sens où on connectait l'argent, on venait également avec certains produits, ça pouvait être des produits d'hygiène, d'entretien, ou également des livres, des stylos, pour différentes écoles. D'autant que là, on se retrouve en altitude, plus de 5000 mètres d'altitude, dans des endroits très reculés, et où l'accès à l'éducation est difficile. On en a entendu parler avec Sanchez. L'accès également aux soins est difficile. Donc c'est ça, le trek humanitaire. C'est venir avec cet objectif-là dans un premier temps, au-delà de l'idée de performance, bien sûr. D'aide et d'action. D'aide et d'action, tout à fait. En résumé, c'est tout à fait ça. Merci Patricia. Alors, est-ce que c'était au travers de l'association Double Impact ou pas? Pas du tout. Non, du tout. Double Impact a été créé par la suite, par ma sœur et moi. Oui. Suite à ce voyage, effectivement, on s'est dit, mais il y a quelque chose à faire. Et à peu près au même moment, au moment où on faisait ce trek, c'était donc pas du tout prévu comme dit, et on s'est dit, mais là, il y a vraiment quelque chose à faire, à documenter. Et Mathieu Ricard, pareil, c'était une rencontre absolument fortuite, inattendue, pas du tout organisée, et donc tout est fait de manière, au fil des rencontres, en suivant notre intuition, et donc ensuite on s'est dit, il faudrait... Voilà, moi je suis journaliste, ma sœur est ingénieure en environnement, on n'est pas du tout dans le domaine du documentaire, de la vidéo, même si je suis dans l'audiovisuel à la base, en tant que journaliste, reporter d'image, mais je ne connaissais pas du tout le milieu du documentaire, du cinéma. Et on s'est dit, bon, il y a peut-être quelque chose à faire, au moins faire Double Impact, donc une boîte de production, qui pourrait nous aider à soutenir ce documentaire Montagne de l'Esprit. Mais à la base, Double Impact, en quelques mots, c'est plus pour soutenir les objectifs de développement durable. Voilà, les 17 objectifs de développement durable dont vous avez certainement entendu parler, puisqu'on est censé les atteindre pour 2030. Voilà. Est-ce que ce voyage a transformé votre manière de vivre ensuite Incontestablement. Oui. Ce voyage et d'autres, parce que c'est vrai que, comme beaucoup ici à mon avis, je suis une globe-trotteuse, j'aime beaucoup voyager. Ce n'est pas fait l'objet d'un documentaire, j'ai voyagé dans différents pays qui n'ont pas forcément fait l'objet de films documentaires. Mais en tous les cas, celui-ci, par rapport à la philosophie bouddhiste, oui. J'y allais, et donc on voit d'ailleurs à certains moments, parce que j'y allais avec ma prof de yoga, qui proposait aussi ponctuellement voilà, des séances de méditation, de yoga. Et donc oui, ça s'est passé un peu comme ça. Je connaissais un peu le yoga, mais la philosophie bouddhiste pas vraiment. Et donc sur place, j'ai découvert ce qu'était que l'impermanence des choses. J'ai découvert ce qu'est en effet, comme dit le paradoxe. Je trouve que le lama, au début de reportage, l'explique très très bien aussi. Notre manière de fonctionner, de raisonner, de penser est quand même assez différente de la manière, on va dire, orientale, bouddhiste en tous les cas là. Oui. Vous avez envie de développer ce même thème de quête du bonheur, enfin en tout cas de trouver les chemins dans d'autres continents, d'autres civilisations. Est-ce que ça pourrait être un fil rouge? Oui, on y a pensé d'office, parce que c'est vrai que quand on voyage aux 4 coins du monde, et j'ai pu voyager de différentes manières, j'ai pu, au niveau professionnel aussi, travailler avec les personnes les plus démunies, mais aussi travailler pour une grande fortune française, où là c'était dans un contexte totalement différent, et je l'aborde là parce que ça montre juste la richesse aussi des rencontres,
même cet homme très fortuné qui se déplaçait en jet privé avec son yacht, et donc je l'accompagnais aussi, donc, et après je me retrouvais à marcher pieds nus dans l'Himalaya. Mais cet homme aussi, bien sûr, est en quête du bonheur. Et en même temps, j'espère que vous l'avez bien compris, il ne s'agit pas d'une quête. Le bonheur, il n'est pas à l'extérieur de soi, il est en soi. Donc, il se crée. Et il se crée, tout à fait. Oui, oui. Et c'est aussi un travail de tous les jours. Et on le choisit. Alors bien sûr, c'est facile à dire. Des fois, on est conditionné. Il y a des personnes qui sont plus conditionnées, même génétiquement, finalement, à avoir ce gène d'être plus enclin à être dans le bonheur. Mais j'y travaille moi-même, hein, il ne faut pas croire. Je travaille tous les jours à mon bonheur et au bonheur des autres, parce que finalement, ça peut paraître égoïste, mais finalement, en contribuant, en travaillant notre bonheur, on contribue justement au bonheur des autres, ouais. Parce que c'est contagieux. Comme le sourire des Népalais, pareil. Exactement, tout à fait. Alors, est-ce que nous avons quelques réactions, commentaires, questions dans la salle ? Devant. Bonsoir. Je voulais vous poser la question, est-ce que l'État népalais justement contribue un petit peu à ce genre de gestes, d'actions que vous faites parmi les villages et tout ça? J'ai pas très bien compris. Est-ce que Oui, je veux bien que tu répètes, s'il te plaît. Est-ce que l'État contribue justement à vous aider sur les actions que vous faites? Ah, est-ce que l'État népalais nous a aidés là sur ce projet? Ce documentaire a été traduit en népalais, et donc là en l'occurrence, oui, il nous a aidés pour la traduction, mais sinon, pas plus que ça, non. Après oui, il y a eu l'ambassade, j'ai sollicité l'ambassade du Népal à Bruxelles, puisque je viens de Bruxelles, qui nous a soutenus. Donc oui, on peut répondre oui à cette question. Alors moi j'avais noté une phrase où vous dites « se laisser surprendre par la magie de l'instant ». Oui. Ça correspond aussi à votre manière du coup d'avoir filmé au fil de l'eau. Oui. Et ben ça c'est garder aussi un regard d'enfant, cette magie de l'instant. Mais ça se travaille parce que finalement on est tellement conditionné. Avec Cédric on a bien vu, il disait on part en voyage, on fait systématiquement des photos. Enfin bon c'est pas un conditionnement mais... garder cette spontanéité, c'est super important. Oui. Et donc, comment le travail, ça, finalement? Oui. S'ouvrir à la magie de l'instant, à la magie de la vie. Et comment ça se travaille? C'est en essayant de ne pas avoir de préjugés et pas d'attentes. Comme Christian Baudin dit, justement, c'est attendre l'inattendu et espérer l'inespéré. Là, effectivement, c'était pas du tout attendu. Je m'attendais vraiment pas à être à un tel festival ce soir. Et surtout que vous avez vu, c'est un documentaire qui est loin d'être parfait. Ça aussi, moi, j'ai du travail là-dessus, hein, parce que je suis de nature assez perfectionniste à la base. Et finalement, je pense aussi avec les années, avec le travail aussi, les voyages, on se rend compte qu'on ne doit pas aller forcément vers la perfection. Il faut aller vers ce qui semble juste pour nous. Et puis, si c'est imparfait mais inspirant, alors allons-y, fonçons. Mais oui, ça se travaille comme ça, je pense, c'est avoir foi aussi, foi en ce qui va se présenter, foi en soi et en rencontre qu'on va pouvoir faire sur notre chemin. Parce que oui, effectivement, en tant que journaliste, je sais que les médias sont très anxiogènes, c'est ce qui m'a assez révoltée, on va dire. Bon, moi je suis journaliste scientifique, donc je suis spécialisée dans les sciences, mais tout de même, j'ai pu travailler aussi pour le JT. Et j'ai pu voir que, moi, l'idée, quand on est dans des médias qui sont anxiogènes, ça nous sclérose, on n'est plus dans l'action. Or, moi, il me paraît important d'être dans l'action, et surtout, comme Cédric le précisait dans son documentaire aussi, c'est que la réalité n'est pas celle-ci, n'est pas uniquement celle qu'on voit. Hein, ce n'est pas qu'anxiogène, il y a beaucoup de choses très belles qui se font, et c'est pour ça que pouvoir voyager, aller à la rencontre des gens, voir les choses telles qu'elles se présentent, ça nous fait avoir une autre perception du monde. Très bien. Est-ce qu'on a une autre question, peut-être? Qu'est-ce qui vous a le plus étonné dans ce voyage? Qu'est-ce qui vous a le plus étonné dans ce voyage? Qu'est-ce qui m'a le plus étonné? Moi, je pense que ce qui m'a étonné, c'est ces rencontres, c'est vrai que c'est ces sourires
contagieux, je répète, mais c'est... oui, voir que... on vit, en tout cas au Népal, dans l'Himalaya, dans ces pays vraiment, enfin, villages reculés, on vit des fois avec pas grand-chose, et Cédric, une fois de plus, le précise dans son documentaire, et finalement, on est loin de ce monde matérialiste, et on est détaché de tout ça, et on est juste connecté à cette solidarité aussi entre communautés, dans la famille, et donc on se connecte davantage encore à le bonheur simple du quotidien. Ouais. Au-delà des paysages aussi incroyables, c'est sûr, dans l'Himalaya, ça m'a aussi ça m'a scotché plus de... Ouais. La magie de l'altitude. Ouais. Alors, je pense qu'il va falloir qu'on conclure parce qu'effectivement, on ne veut pas entendre la grosse musique de Jean-Jacques. Il va falloir conclure parce qu'on va pas attendre la musique. Quel est le prochain projet éventuellement? En 2 mots, oui. Moi, j'ai pas de projet. Okay. Je me laisse porter par la vie. Non, vraiment, j'ai pas de projet bien défini, si ce n'est d'être heureuse le plus possible dans ma vie. Ça, c'est mon projet. C'est John Lennon lui-même, il le disait d'ailleurs, hein, quand on lui demandait c'est quoi ton projet quand tu seras grand, c'est d'être heureux. C'est ce qu'il disait. Et là, les maîtresses ne comprenaient pas, mais t'as pas compris. Mais si, c'est ça la vie. Je travaille, ça c'est mon projet. Après, c'est oui, j'ai d'autres projets de voyage, mais je ne sais pas encore où ça va m'amener. Oui. Et après, il ne faut pas oublier, je crois que c'est Marcel Proust qui disait ça, c'est que le plus grand voyageur, c'est pas celui qui multiplie les destinations, c'est celui qui voit les choses avec un autre regard. Donc je pense que ça c'est important, même dans mon quotidien, veiller à voir les choses, faire des petits pas de côté et voir les choses sous un autre angle. Oui. Et s'étonner. Et s'étonner, s'émerveiller, voilà, et ralentir aussi. Ralentissons pour se connecter à soi et à son bonheur, je pense que c'est important. On n'a plus le temps de savoir même à quoi on pense en fait. Bon, merci beaucoup, Mary, pour ce beau message.